chez vous, bienvenue dans votre émission ce soir. Notre invité du jour est un jeune qui a de la motivation à revendre. Ne jamais se satisfaire de ses acquis, mettre en place pour lui et pour ses clients une discipline de vie et surtout parvenir enfin à habiter son corps comme on habite la maison de ses rêves. Notre invité du jour est coach sportif et c'est Thor, il s'appelle surtout Victor Julien qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 25 mars 1992 à Cayenne, un vrai bélier têtu et romantique. Petit, vous étiez un vrai cauchemar pour vos parents, très intelligent mais turbulent. Vos proches disent de vous que vous êtes un bon vivant, toujours actif et plein d'humour. Bac ES en poche, vous quittez la Guyane pour une licence de sciences techniques des activités physiques et sportives à Montpellier. Arrivé en Master 1, vous faites des stages de professionnalisation un peu partout en Hexagone et en Guadeloupe, notamment en clinique de rééducation fonctionnelle. Après avoir rééduqué par le sport les personnes qui ont eu un accident ou une pathologie en Guadeloupe, vous postulez sur un site pour du coaching à domicile et ça marche. Votre famille et vos amis vous manquaient, c'est donc tout naturellement que vous rentrez chez vous en Guyane. Embauché au char, dans le service de rééducation, vous profitez de vos demi-journées pour devenir coach sportif en ouvrant votre propre structure. C'est votre père qui vous a motivé à vous lancer. Cours à domicile ou en salle, vous prenez le temps de vous occuper de ceux qui vous font confiance. Et vous avez le temps aussi pour vous. Musculation et basket font partie de votre quotidien. Votre secret ? Vous vous rongez les ongles. Pourquoi tant de haine? Pourquoi ça? Il voit plus en rester. Ah, il en reste pas mal quand même pour aujourd'hui. Je fais des efforts. D'accord. On commence dans cette émission à poser une question essentielle à notre invité. Cette vie, racontée en quelques secondes par Kelly, donc, qui est notre enquêtrice dans cette émission. Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Quel trait de caractère fait de vous le Julien qu'on connaît aujourd'hui? Le Victor Julien, oui. Exactement, le Victor Julien qu'on connaît aujourd'hui. J'aime bien parce que vous me dites très doucement. Non, on a souvent tendance à m'appeler Julien, bon, oui. C'est pas très grave. Alors, je pense que c'est ma jeunesse et mon amour pour le sport très jeune et puis toujours cette envie de partager avec les autres. Voilà, c'est cet amour pour le sport qui fait qu'aujourd'hui je suis celui que je suis. Ouais. Bon, quelques questions à répondre très rapidement. Quelle est votre tenue vestimentaire préférée? La tenue des contracts sportifs. Quel est votre fruit préféré? Le maracuja. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de la passion. C'est très acide. Ah, de la passion, c'est plus pour ça. Non, parce que j'aime beaucoup les agrumes aussi et les fruits assez acides. Ouais. Et si vous aviez une musique pour faire du jogging, ce serait laquelle, cette musique? J'écoute, j'ai pas vraiment de musique préférée pour faire du jogging, mais j'écoute beaucoup de reggae, j'aime beaucoup le reggae. De reggae? Ouais. Et pour faire du jogging, il n'y a rien? Ça dépend, j'ai beaucoup d'amis qui vont écouter du carnaval ou du reggae. Courir. Oui, c'est vraiment, chacun trouve sa motivation dans un genre de musique particulier. Une destination de vacances préférée? Bali, j'ai été récemment. Ah, l'eau est bleue, la mer est bleue, ça change. Bleu, ouais, ça change d'ici, c'est sûr. Bon, on a l'eau bleue pas très loin, mais... Oui, à Kourou notamment, dès Kourou, je pense que l'eau est déjà bleue. Et un loisir préféré pour vous, ce serait quoi? Un loisir préféré, mis à part le sport, je suppose. Oui. Est-ce qu'on a assez de temps pour faire autre chose? On a assez de temps pour faire autre chose. Moi, pas beaucoup, puisque toute ma vie est vraiment orientée vers le sport, mais j'aime quand même pas mal le cinéma aussi. Le cinéma? Ouais. Très bien. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité sur le souvenir. Un souvenir marquant de votre vie. Vous aviez à peine 12 ans et là, vous prenez un coup de la part d'un de vos camarades. Du coup, ce n'est pas vraiment un camarade d'école parce que du coup, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce souvenir? En fait, c'était sur le terrain de basket du quartier où j'ai grandi. Donc, on va dire vraiment à Cité-Châtenay, le jour de l'abolition de l'esclavage. Oui. Et il y a un grand du quartier qui m'a mis une petite balayette et m'a clairement dit que ça, c'était pour l'abolition de l'esclavage. Vous êtes donc vos parents vous êtes blanc. Oui. C'est bon. Donc votre ami est noir
Et il vous a dit ça, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce ami, moment-là? on va pas dire que C'est un ami. Il m'a juste fait ça. Je pense pour peut-être amuser la galerie ou se sentir un peu fort ce jour-là. Il pensait que c'était le bon geste à faire, mais finalement pas du tout. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai senti vraiment de la haine, du mépris. Enfin voilà, je me suis dit, mais je pensais pas que ça pouvait exister encore en cette année-là. Je sais plus c'était en quelle année. Et du coup, je suis juste rentré chez moi et j'ai pris une douche et je suis allé me coucher, quoi. Je me suis dit, bon, Oui. ça Mais ça passera. vous a marqué manifestement pour en parler? Oui, ça des m'a années marqué après. parce que paradoxalement, on m'a quand même pas mal protégé ce jour-là. J'ai d'autres grands du quartier. Et puis, comme je l'ai dit, on est arrivé à Châtenay à peu près en 2000. Et... Donc votre maman britannique et votre père muté ici en Guyane dans l'urbanisme. Dans l'urbanisme, etc. Mais ils sont après ma naissance très vite séparés. Donc ma mère à Châtenay toute seule. Et donc j'ai grandi. Vous étiez la première famille de blancs? Dans le quartier, ouais. Je pense ne pas dire de bêtises, mais je pense qu'on était le premier, en tout cas, que je connaisse. Et j'ai quand même très vite été intégré dans ce quartier-là, parce que même avant d'habiter là-bas, j'étais déjà en maternelle et en primaire dans ce quartier-là. Donc on me connaissait déjà un petit peu. Oui. Et je me suis très vite intégré et jusqu'à aujourd'hui. Et selon vous, à quoi c'est dû cette intégration rapide? Peut-être c'est une faculté de ma part d'avoir réussi, parce qu'avant d'habiter à Châtenay, je ne parlais pas du tout le créole. Donc avec les amis, l'école, j'ai appris très rapidement à parler créole et on m'a très vite intégré en disant, on ne m'a pas vraiment considéré comme un blanc, quoi. Vous êtes né ici? Vous êtes né... Je suis né à Cayenne ici, ouais. Du coup, vous avez appris le créole comme on apprend toute autre langue. Ouais, voilà, exactement. Je suis le seul dans ma famille à parler le créole. Mon père comprend, ma mère comprend, mais ne parle pas, ou très peu en tout cas pour mon père, puisque lui-même étant marié actuellement à une Guyanaise. Mais moi, j'ai appris très rapidement et je pense que c'est ce qui m'a permis de m'intégrer, me distinguer des autres. Avec le gabarit et les connaissances que vous avez maintenant, surtout le gabarit que vous avez maintenant, si vous rencontriez ce petit garçon, pour ne pas dire autre chose, je l'ai déjà recroisé. Je l'ai déjà recroisé en soirée en métropole. Je l'ai pas, on ne s'est pas dit bonjour. Je l'ai croisé au loin. Je sais qui c'est, il sait qui je suis. Mais bon, je ne suis pas du tout rancunier. Vous n'avez rien à lui dire? Non, j'ai rien à lui dire. Non. Je suis pas du tout rancunier. De toute façon, l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, ça m'a plus forgé, voilà. Je peux même limite le remercier parce que ça m'a peut-être marqué positivement au final avec le temps. C'est le moment venu de nous parler d'un élément culturel que vous souhaitez partager avec nous dans cette émission. C'est Never Back Down. C'est sorti en 2008. C'est un film. Pourquoi avoir fait ce choix de film? Parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué sur le fait de ne jamais baisser les bras, qui est vraiment en gros la traduction littéraire de ce film, qui est aussi également un tatouage que je me suis fait sur le dos. Vous l'avez tatoué carrément dans le dos? Carrément dans le dos, oui. Parce que j'aime beaucoup cette phrase de base, de ne jamais baisser les bras. Et ce film-là m'a beaucoup marqué en ce sens. Et du coup, ça a été mon premier tatouage. J'étais très jeune quand je l'ai fait. Je l'ai fait à 14 ans, je crois. Je pense qu'il tenait sur moins de peau à cette occasion, parce qu'entre-temps, il était plus grand. Muscles. Bon, on le voit là, il était plus petit. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir professeur de sport? On voit un peu cette brimade que vous avez eue dans votre enfance. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Le lien, c'est surtout que petit, j'ai toujours été, on va dire, hyperactif. Vraiment, je ne pouvais pas rester en place, comme on l'a dit précédemment dans le résumé. Toujours à bouger, sauter, courir, faire du sport depuis l'âge de 3 ans. J'ai commencé le basket à 3 ans. J'ai jonglé avec le football, le handball. Je ne savais même pas ce que je voulais faire. J'étais toujours en train de faire du sport. Et ça me permettait de me canaliser. C'était le seul moment où j'arrivais à m'exprimer vraiment. Mais est-ce que c'est une revanche, par exemple? Est-ce que ça peut être vu comme une revanche? Une revanche par rapport à quoi? Quand on est costaud, on est fort. Oui. Est-ce que c'est une revanche par rapport à ce que vous avez pu vivre en termes de, je sais pas, de brimade? Peut-être, ouais. Est-ce que c'est arrivé souvent, d'ailleurs? Non, je pense pas que ce soit arrivé souvent, mais peut-être une revanche, ouais. Là, en 2010, on voit une photo en 2010, et actuellement, comment vous êtes? Il y a eu beaucoup de changements. Ouais, et encore, je pense que j'avais déjà un peu commencé le sport en 2010. Ouais. C'était, quand je disais juste avant le bac, j'avais commencé un peu le sport. Mais oui, il y a eu beaucoup de changements entre-temps, ouais.
20 kilos en plus. 20 kilos de muscles, du coup. On peut quantifier ça, je veux dire Oui, bah, c'est de la masse musculaire. Oui. Donc là, sur la photo de 2017, j'avais fait ce qu'on appelle une sèche aussi dans la musculation. Donc on peut parler de prise de masse et de sèche. Donc c'est-à-dire c'est d'essayer d'être le plus sec possible en étant volumineux. Oui. Et oui, il reste quand même toujours un peu de gras et de l'eau, mais pas 20 kilos de muscles, mais au moins une quinzaine. On est un peu maniaque quand on fait de la musculature? Très maniaque. On dit beaucoup qu'on est narcissique. Moi, je ne pense pas l'être. Mais je pense que c'est le fait de ne pas s'accepter soi-même nous donne envie parfois de faire de la musculation pour avoir un peu plus d'estime de soi. Je pense aussi. Vous m'avez parlé juste avant de rentrer dans l'enregistrement de cette émission de la technicité qu'il faut avoir, des connaissances qu'il faut avoir, comme par exemple l'ectomorphe. Ectomorphe? Oui, c'est ça. Ectomorphe et endomorphe, qu'est-ce que c'est? Alors ectomorphe, endomorphe et mésomorphe sont des morphotypes c'est nous-mêmes, quoi. On est défini comme ectomorphe si on sait que par rapport à notre métabolisme de base, on va brûler énormément de calories naturellement. Donc ça se calcule sur une semaine par rapport à ce qu'on ingurgite, ce qu'on dépense. Et ça se voit aussi au niveau du visuel par rapport à la densité musculaire. On est obligé de peser les choses qu'on mange. Après, ça dépend des objectifs. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même une alimentation assez stricte, même si je me fais plaisir de temps en temps. Mais voilà, j'ai une alimentation, entre guillemets, sportive qui me permet de maintenir mon physique actuel. Je ne cherche pas à être plus costaud. Par exemple, c'est quoi votre journée type d'alimentation? Alors, je me réveille aux alentours de 6h45. Tous les jours? 7h, oui, pour c'est mon petit rituel. On va dire qu'un repas type, ça va être une omelette de 4 ou 5 œufs avec juste 2 jaunes. Juste du jaune, donc il faut juste séparer. 2 jaunes et le reste des jaunes, je m'en sépare. C'est pour le côté cholestérol, pour éviter de trop en fabriquer. Donc c'est vraiment au millimètre près, du coup? Oui. Après, bon, c'est encore un autre débat pour le cholestérol qui peut ne pas être ingurgité et fabriqué naturellement. Bon, bref, ça, c'est encore un autre débat. Et avec ça, je vais prendre un bol de flocons d'avoine pour apporter des glucides qui va être l'essence, en fait. Donc, les sucres qui vont me permettre de tenir la journée. Donc ça va être le petit déjeuner. À 10h, je vais prendre une collation. On va parler de collation comme pour les bébés, c'est un peu ça. Une collation, puisque c'est pour les personnes qui, par exemple, qui ont une petite fringale, ça va être un coupe-faim. Oui. Et pour moi, juste me permettre de nourrir mon muscle, donc avoir un apport en protéines. Donc l'alimentation est vraiment calibrée en fonction de l'exercice physique que vous faites, en fait. Voilà, c'est-à-dire que si on a une activité physique qui est assez intensive, il faut nourrir le corps en conséquence. Il faut vraiment avoir une alimentation spécifique. Alors qu'une personne qui est sédentaire devra peut-être manger beaucoup moins que moi parce qu'elle va avoir tendance à stocker beaucoup plus de... Mais ça me paraît beaucoup comme contrainte en réalité. Il y a le boulot à côté. Ouais, c'est une organisation. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé à ce niveau-là et c'est devenu tellement un rythme de vie, une hygiène de vie que je ne le vois pas passer. Pour moi, c'est devenu normal. Je peux comprendre pour des nouveaux clients quand j'essaie de leur... Est-ce que c'est mathématique tout ça? Il faut vraiment calculer, faut calculer les macronutriments. Oui. Après, c'est approximatif. On n'est pas à 10, comme je dis, à 10, 15 ou 20 grammes près, hein, c'est sûr. Mais il faut quand même connaître les notions et avoir pas mal de connaissances sur la nutrition pour pouvoir calculer les macronutriments. Oui. Votre coup de cœur dans cette émission, c'est votre maman. Maman, qu'on connaît en tout cas ici à Guyane Première pour les reportages qu'on a pu faire sur l'arbre fromager, Leslie Porte, qui est la directrice et la fondatrice de cette association qui s'occupe des femmes en difficulté. Pourquoi ce coup de cœur? On peut imaginer pourquoi, mais pourquoi pour vous? Pourquoi ce coup de cœur? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, mes parents se sont rapidement séparés et j'étais la plupart du temps chez elle, donc 2 semaines chez elle, un week-end chez mon père. Et je trouve qu'elle nous a super bien élevés, mon frère et moi, dans des conditions parfois difficiles, puisqu'à l'époque, elle n'avait pas ce profil-là. Elle travaillait déjà dans le social, mais voilà. Et voilà, malgré son travail, qu'elle rentrait super tard, elle a réussi à nous éduquer convenablement, je pense. Votre maman est britannique. Elle est britannique, oui. Comment elle est arrivée en France, puis en Guyane, on sait, avec votre papa, en France, parce qu'en fait, ma mère a toujours aimé la France et voulu un peu faire le tour du monde. Donc, atterrir en France, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais dès qu'elle a rencontré mon père, ils ont vécu sur Paris. Et après, mon père, comme on l'a dit, a été muté
pour le travail en Guyane et elle a suivi. Et elle est tombée rapidement amoureuse de la Guyane. Et du coup, elle a décidé de rester malgré le divorce. On voit une photo qui vient de passer, je pense qu'elle est toujours à l'antenne, celle où elle est dans une baignoire. C'était à quelle occasion? C'est quand même bizarre comme, je sais pas. Comme photo, c'était un peu pour évoquer sa folie, parce que ma mère a un petit grain, elle me l'a transmis d'ailleurs. Et ça, c'est une photo quand on venait de nous livrer notre baignoire à la maison, là. Et voilà, puis je la trouve très belle sur cette photo, donc toujours avec le sourire aux lèvres, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Une femme remarquable, on aura d'ailleurs l'occasion de la recevoir dans cette émission. Vous êtes vous-même très, très attaché au fait d'aider les gens, c'est ce qu'elle fait, c'est pour ça que vous l'admirez. Exactement. Et vous avez été dans les services hospitaliers pour la rééducation des personnes qui étaient donc paralysées pour des raisons accidentelles, pour des raisons de santé. Quel est le parallèle qu'on peut faire entre le coaching sportif et ce métier que vous aviez à l'époque? Je ne l'ai pas qu'à l'époque, c'est mon métier principal. C'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas, oui, puisque je suis comme sur la photo là actuelle. Vous êtes au Char en ce moment? Je suis au Char, voilà, dans le service de rééducation de l'hôpital. Donc, c'est une approche vraiment totalement différente, parce que là, on a un sujet qui est un patient, on a quelqu'un de souvent marqué par la vie, où il faut vraiment adapter le sport au mieux, avec des exercices spécifiques, où vraiment il faut faire cette personne sortir de là, sortir du contexte hospitalier, il faut le faire sortir aussi, lui permettre de se dépenser tout en rééduquant le patient. Donc c'est vraiment totalement différent, puisque le but final, c'est de le rendre le plus autonome possible. Alors qu'avec un client, dès que je sors et que j'enfile ma casquette de coach, là, c'est totalement différent. Il y a beaucoup plus de liberté. C'est quelque chose de plus spécifique, des objectifs. Comment expliquer? Ça va être vraiment, pour des clients, ça va être beaucoup de la perte de poids. Je ne vais pas dire que c'est entre guillemets, du pipi de chat pour moi, mais c'est plus de la motivation qu'on va rechercher. Alors que de rééduquer un patient, c'est vraiment une leçon de vie quelque part. C'est vraiment beaucoup plus gratifiant pour moi de voir qu'un patient qui ne marche pas, au bout de 3-4 mois, arrive à se déplacer. On a toujours l'occasion dans cette émission de permettre à notre invité d'avoir le point de vue d'un de ses proches sur lui, sur sa vie, sur son parcours. Et dans cette émission, pour vous, c'est un proche, un ami, avec qui vous avez partagé pas mal de choses, qui a quelques mots à vous dire. On regarde ensemble. Boum, mon frère. Ben, écoute, si je dois te décrire en 3 mots, persévérant, visionnaire, qui garde la tête sur les épaules. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 3 ans, petite anecdote, on était parti dans un festival caribéen. On était à 15 Guyanais, il fallait gérer tout ce qui était administratif, logistique. Il n'y a que toi qui as pris l'initiative de le faire et c'était juste pour s'amuser. Donc voilà, si j'ai un mot à te faire passer, de garder la tête sur les épaules et de viser toujours plus haut. Boum. Donc Sivo, votre ami, vous êtes rencontré comment avec lui? Alors Sivo, on se connaissait déjà par rapport au football à l'ancienne, avant que je reprenne le basket. Et on était dans le même lycée également. Et puis au final, c'est la musculation qui nous a rapprochés. Ok, là c'est le carnaval, manifestement. Et là c'est le carnaval, puisque on est tous les deux amoureux du carnaval aussi. Et les bretelles, c'est quelque chose de très... De très... Je sais pas. Là, ce jour-là, c'est lui qui m'a un petit peu emmené dans ce délire-là. Mais voilà, Sivo, ça a été un ami très rapidement. Et puis, c'est la musculation qui nous a beaucoup rapprochés. Aujourd'hui, c'est plus que pour la muscu, c'est vraiment un très bon ami. Vous parliez tout à l'heure du fait que pour les personnes que vous aidiez à la rééducation, votre rôle, c'était de parvenir à en faire des gens autonomes. C'est à peu près la même chose pour le coaching, finalement. Vous êtes une sorte de délégué de motivation pour des gens qui ont peu de motivation pour faire du sport, en réalité. Mais à quel moment est-ce qu'on se dit, là, j'ai plus besoin du coach sportif. Maintenant, je peux faire mes pompes tout seul? Ouais, c'est plus loin que les pompes. C'est surtout sur cette organisation, comme j'explique vraiment. Je demande à un client surtout d'avoir le déclic, parce que quand je l'ai au téléphone ou sur les réseaux sociaux, quand il me demande vraiment, je veux atteindre ces objectifs-là, je lui demande tout de suite, est-ce qu'il a eu le déclic, il a la motivation et la détermination d'y arriver. Parce que moi, tout ce que je fais au final, c'est que j'accompagne. Je donne les cartes et après, c'est au client de jouer, quoi. Donc, j'essaye de faire en sorte, et moi, j'aime pas l'échec, je suis perfectionniste dans ce que je fais, donc je veux vraiment arriver à bout
des objectifs du client. Donc dès le départ, je mets cette rigueur-là. Oui. Si je sais que le client ne va pas pouvoir y arriver, je le sens directement et on ne travaille pas ensemble. Mais souvent, on arrive quand même à trouver... Et notre collègue Andy, notre stagiaire plus de cette émission, et qui a un profil plutôt qu'on doit prendre avec plus de pincettes, être plus doux. Il y a des différents profils du coup, différentes façons de les traiter, différentes pédagogies. Comment est-ce que vous savez que quelqu'un a besoin de rigueur et quelqu'un d'autre a besoin de douceur, par exemple? Ben, ça se voit sur le premier rendez-vous, je pense. Et puis sur... après, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode, mais sur l'apparence physique aussi. On le voit sur le tempérament. Et comme je l'ai dit, il faut savoir s'adapter très rapidement, étudier la personne rapidement pour pouvoir utiliser la meilleure méthode pour trouver cette motivation sans trop brusquer la personne. Et moi, je pense que c'est surtout mon métier de rééducateur qui me permet d'avoir cette approche-là, parce que je ne vais pas être comme un bourrin, je vais vraiment savoir adapter le sport à cette personne. Avant de commencer l'émission, on vous a demandé d'écrire une citation qui vous paraissait résumer un peu qui vous êtes, ce que vous faites. Vous voulez bien nous la lire, cette citation? Alors la citation, c'est « À rouler en main qu'à la vérotte ». Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je pense que, en fait, comme je l'ai dit auparavant, ma mère est très généreuse, m'a transmis cette générosité. Et je pars du principe que quand on aide quelqu'un, on ne devrait pas forcément attendre en retour, même si cette personne me le rendra d'une autre manière. Et je pense que cette phrase-là résume un petit peu tout ça. Vous, votre fond de commerce, si on peut dire ça de façon triviale, c'est la motivation. Oui. Vous donnez de la motivation aux gens, mais où est-ce que vous trouvez votre motivation? Où je trouve ma motivation dans ce que je fais au quotidien, dans ma vie en général. Je me réveille même fatigué, toujours motivé. J'ai toujours envie d'aider la personne à atteindre ses objectifs. Et moi, comme je suis toujours perfectionniste aussi, Oui, mais c'est symptomatique, je veux dire, parce qu'à partir d'un moment où vous êtes plutôt bien bâti maintenant, vous pouvez dire, bon, bah, c'est bon, j'arrête. Mais qu'est-ce qui continue à animer ce feu? Parce que je ne suis jamais satisfait, j'ai besoin d'aller au-delà de mes limites, j'ai besoin d'atteindre d'autres objectifs. C'est très important de se donner d'autres objectifs, même s'ils sont à moyen, court terme, ou même long terme pour certains. Il faut toujours se donner de nouveaux objectifs et, comme on le disait dans le résumé, sortir de sa zone de confort. Parce qu'on peut avoir un rythme de vie et une routine de travail. Oui. Et à un moment donné, on va voir qu'on stagne. Donc il faut toujours aller chercher un peu plus loin. Mais il y a quelque chose qui me gêne quand même dans l'idée de faire de la musculature. Ça me gêne comme ça peut gêner toute autre personne. Est-ce que c'est vraiment juste pour avoir un corps parfait? Ou c'est pour, je veux dire, parfait aussi c'est relatif, ou c'est vraiment pour avoir le contrôle sur sa vie? Parce que c'est vraiment une forme de discipline. C'est une forme de discipline, c'est aussi une forme d'ouverture d'esprit, de vraiment, quand on a passé entre guillemets une sale journée, on sait qu'on est à la salle de sport, on peut un petit peu dégager ces mauvaises tensions comme ces bonnes tensions, et voilà, c'est sécréter cette endorphine qui nous permet aussi de se sentir bien, comme dans tous les sports. Mais parce qu'il y a tous les corps dans la nature, il y a toutes les morphologies, tout à l'heure vous nous en parliez, des ectomorphes, etc. Tous les corps dans la nature, ils sont tous beaux, on va dire. Oui, dans l'idée, c'est de ressembler à un stéréotype où c'est plus vraiment d'être soi. Ouais, d'être soi. Et moi, j'ai choisi d'être comme ça aujourd'hui parce que je me sens mieux comme ça, je me sens mieux dans ma peau comme ça. Et c'est pas du tout pour le côté... bien sûr, on cherche quand même à avoir un corps esthétique. Certaines personnes vont chercher plutôt de la force, de l'endurance. Donc voilà, après, ça se développe au fur et à mesure de la discipline. On est sur la fin de l'émission, c'est en train de se terminer là, et le morceau de musique que vous avez choisi pour nous pour faire la fin de cette émission, c'est des Blue Stars, Dernière soirée. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce qu'il me semble que c'est une musique qui est sortie l'année dernière, et moi qui aime beaucoup le carnaval, jusqu'à aujourd'hui je l'écoute beaucoup. Et parce que c'est une musique très douce, très jolie, et voilà. J'aime beaucoup les Blue Stars, donc c'est un petit... Vous avez la réputation d'être accro au carnaval? Oui. C'est quoi d'être accro au carnaval? C'est de faire toutes les soirées, de faire toutes les parades? Les parades, un peu moins. J'aimais beaucoup le carnaval de rue avant, mais je ne vais pas dire que j'ai passé l'âge, mais je pense que c'était peut-être plus jeune. Je le fais toujours un peu de temps en temps pour les jours gras.
Mais le carnaval dans les dancing, ça fait peut-être environ 5 ans que j'ai commencé. Et j'ai tout de suite accroché. Être chien carnaval, c'est même si on est fatigué, on sort tous les soirs, quoi. Bon, je me suis un petit peu calmé quand même sur ça. Très bien. Alors, dernière question dans cette émission. Et avant cette dernière question, je tenais quand même à transmettre la joie que Kelly, qui est notre enquêtrice dans cette émission, avait d'avoir un coach tel que vous. Et surtout, cette pédagogie que vous avez de la douceur, de choisir d'être doux plutôt que très sévère, même si le tout est dedans. Pourquoi d'ailleurs vous êtes plus dans la tendresse, plus dans la douceur que dans la rigueur quand vous coachez les gens? Ça reste une rigueur quand même. Après, je suis plus doux parce que je pense que ça fait partie de mon caractère. Chacun a une méthode de travail différente. Mais je pense que ça fait partie de mon caractère, comme je l'ai dit, de ma personnalité. Et c'est peut-être mon métier principal qui me fait être doux aussi dans le coaching par rapport à mes patients que je vois régulièrement. Et puis c'est une méthode, c'est une méthode de travail qui, jusque-là, qui peut payer également. Qui peut payer. Et toute dernière question. Pourquoi vous est-ce que vous êtes accroché à la Guyane? Vous qui êtes né ici, dont les parents sont venus d'ailleurs, comment est-ce que vous êtes accroché à la Guyane? Parce que j'adore la Guyane pour sa richesse, j'adore la Guyane pour son amour, ce beau temps au quotidien. Pour moi, quand on est en Guyane, on est tout le temps en vacances, entre guillemets. Quand je parle des vacances, je pense qu'on va me comprendre. Il n'y a pas à part bien sûr parfois quand il pleut ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on est toujours en vacances, toujours en été, il fait toujours beau, les gens sont souriants, on a quand même une qualité de vie qui est quand même importante par rapport à la métropole. Et puis, c'est la Guyane. Et puis, c'est la Guyane, quoi. Merci beaucoup. Merci Victor Julien d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous de rester accrochés à Guyane la Première. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Nickel, je pense. Non? Oui, si. C'est une bonne émission. On en a appris beaucoup, en tout cas, sur les morphologies. Ouais. Ah oui, il faut. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.